Donc l'idée ce soir, c'est d'échanger tous les quatre autour de ce sujet de l'éco-anxiété. On s'est demandé, le titre qu'on a choisi, c'est est-ce que c'était une voie pour passer à l'action mais c'est une question, parce que c'est pas si simple. D'abord, vous allez le voir, le sujet de l'éco-anxiété, il est aussi complexe et il demande de passer un petit temps à dire de quoi on parle. C'est ce qu'on va faire avec nos intervenants. Donc, comme je disais, Charline, tu es installée, Charline Schmerbert, tu es installée à Montpellier depuis plusieurs années. Tu es praticienne en psychothérapie. Je vais prendre mon truc puisque ça m'évitera de regarder en bas. Tu es spécialiste de l'éco-anxiété et tu es formée à la sylvothérapie, on en reparlera. En tout cas, tu as un ensemble d'outils et de pratiques que tu utilises aussi avec les patients que tu reçois à ton cabinet sur ce sujet de l'éco-anxiété. Pierre-Éric Sutter, tu es psychothérapeute spécialisé sur les questions de burn-out et d'éco-anxiété. Tu es auteur de nombreux ouvrages. Je voudrais en citer un, c'est N'ayez pas peur du collapse, que tu as coécrit avec Loïc Stéphan, que je cite aussi puisque c'est ton acolyte avec qui tu as créé l'Observatoire des vécus du collapse, l'OVECO. Et Victor Kilikini. Tu es activiste pour le climat et la justice sociale. Bon, à ton âge, tu as déjà créé beaucoup de projets, mais je vais me contenter là de Relais Jeunes, que tu as cofondé. Enfin, tu participes activement, co-organisé. Et récemment, tu es aussi devenu porte-parole d'On est prêt, puisqu'on a décidé aussi d'ouvrir la porte et la voie aux jeunes. Et donc, tu fais partie de ce pôle jeune dont je parlais tout à l'heure. Et donc, tu es là à plusieurs titres, du coup, ce soir, pour représenter Relais Jeunes, mais aussi pour représenter ta voix à toi. Ce que tu as à nous dire sur cette question de l'éco-anxiété et ce qui te pousse, toi, à passer à l'action. Et moi, rapidement, donc moi, je suis Flora Claudic-Tanguy, je suis responsable éditoriale pour On est prêt depuis plusieurs mois. Je les ai aidés aussi à coordonner une campagne qu'on a menée l'année dernière qui s'appelait Zone sauvage sur la 6e extinction de masse. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de rester impliquée dans l'équipe. Moi, je suis là aussi puisque ces questions d'effondrement et de résilience m'intéressent depuis de nombreuses années. J'en ai même fait un livre qui s'appelle Nos voies de résilience, que j'ai publié l'année dernière aux éditions Massot, et qui est un livre de témoignages et de portraits de personnalités qui justement explorent ces questions et les vivent des effondrements et de nos résiliences. Et donc, c'est aussi ça que j'amène et que je vais questionner aussi avec les intervenants qui sont présents ce soir. En fait, l'idée ce soir, c'est déjà de savoir un peu mieux de quoi on parle. Quand on parle d'éco-anxiété, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est une maladie? Je me tourne vers Pierre-Éric qui nous dira ce qu'il en pense. Et puis, on verra aussi que ça correspond à différents vécus, différents ressentis. Qu'il n'y a pas une manière d'être éco-anxieux, mais qu'il y en a plein. Et donc, tu nous partageras, Victor, et vous nous direz aussi ce que vous observez, ce que vous écoutez auprès de vos patients. Et on passera aussi surtout un grand temps dans cette table ronde à essayer de comprendre en quoi, une fois qu'on aura défini et mieux compris ces vécus, en quoi l'éco-anxiété, ça peut aussi être une piste de passage à l'action. Mais passer à l'action, c'est pas forcément dire s'épuiser dans le militantisme, etc. Ça peut être aussi ne pas agir, ça peut être aussi être présent, ça peut être aussi pratiquer la méditation, le travail qui relie. Enfin, ça peut vouloir dire tout un tas de choses. Et c'est ça qu'on verra ensemble avant de partager un dernier temps, comme on l'a fait en temps d'ouverture. Donc je vais me tourner vers mes chers Pierre-Éric et Charline pour vous demander un peu justement ce terme d'éco-anxiété, ce qu'il veut dire pour vous, un peu l'état de l'art sur cette question aujourd'hui. C'est un sujet qui a émergé très fort ces dernières années dans la sphère médiatique et puis aussi dans la sphère militante. Et donc, j'aimerais peut-être d'abord entendre Pierre-Éric et ensuite Charline sur cette première tentative de définition, sachant que vous avez des points de vue différents et complémentaires et que c'est ça que je trouve intéressant. Et on va faire tourner ce micro puisque l'autre grisouille un peu et que c'est pas très agréable.
Bonsoir à tous. Alors, je suis absolument ravi d'être avec vous ce soir. Je dois être le plus vieux, je crois, ou presque. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas être éco-anxieux. Ça, c'est très important de le reconnaître. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent, parce qu'il y a une étude très, très célèbre là, qui a été très médiatisée en septembre, de l'éco-anxiété des 16-25 ans. Vous avez dû en entendre parler. Cette étude a été publiée sur une revue scientifique qui s'appelle The Lancet. Donc, c'est un peu la première grande étude scientifique qui a été faite sur le sujet, sur une dizaine de pays, et donc sur auprès de 10 000 jeunes. Donc c'est une vraie étude de masse qui n'est pas complètement un sondage, donc qui est plutôt une étude scientifique, parce qu'un sondage, c'est juste demander aux gens êtes-vous éco-anxieux ou pas, et c'est le mot éco-anxieux qu'on mesure, et ce n'est pas l'éco-anxiété en tant que soi. D'accord ? Alors que quand on mesure l'éco-anxiété, il faut avoir des concepts scientifiques. Alors, ça n'épuise pas tout ce qu'on peut faire d'un point de vue pratique, mais il y a deux types de grandes démarches, en fait. C'est la démarche scientifique et la démarche empirique, comme nous qui sommes thérapeutes. Et les scientifiques donc, s'appuient sur des concepts qui préexistent avant l'étude. Et donc, ils ont montré qu'effectivement, ils sont cantonnés sur l'étude des 16-25 ans, que c'était quelque chose qui, comment dirais-je, je ne vais pas dire traumatisait les jeunes, parce qu'il y a quand même des questions qu'ils ont posées dont les réponses sont un peu impressionnantes, comme par exemple une, moi, qui me poursuit, qui est qu'un jeune sur deux de 16-25 ans sur ces 10 pays dit qu'il pense que l'avenir de l'humanité est condamné. Voilà. Voilà ce qu'il pense. Ça ne veut pas dire que l'humanité est condamnée, mais voilà ce qu'il pense. C'est pour ça que c'est plus un sondage qu'une mesure de l'éco-anxiété. Et il y a d'autres chercheurs qui essayent de donner une approche plus diagnostique de l'éco-anxiété pour essayer de dire ce que c'est, comme le disait Flora. La question, c'est de savoir si c'est une maladie ou pas, finalement, l'éco-anxiété. Est-ce que quand on est éco-anxieux, on est malade ? Alors j'ai envie de vous poser la question. Ceux qui pensent que oui, levez la main. Bon. Vous êtes courageux, bravo. Oui, allez-y, allez-y. Alors, je répète ce qu'il a dit, je vais paraphraser pour aller vite. L'éco-anxiété, c'est une forme d'anxiété, d'accord ? Parce qu'on est anxieux par rapport au climat. Alors, c'est justement pas ça, c'est un faux ami du trouble d'anxiété généralisée. Je dis bien l'anxiété comme pathologie, comme psychopathologie. C'est ce que montrent les chercheurs. Les toutes dernières recherches montrent ça, si vous voulez, c'est qu'ils ont montré que l'éco-anxiété, c'est un état psychologique, on va dire, de mal-être, pour le faire court. C'est un peu comme le deuil. Le deuil, ce n'est pas une maladie, on est d'accord ? Le deuil, quand vous perdez un être cher, c'est normal d'éprouver de la tristesse. Okay ? Et pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, vous allez être déprimé, surtout au tout début, s'il y a une grosse phase de déprime. Ça devient une maladie si ça dure pendant 1 an et demi, 2 ans. Là, vous devenez dépressif. Vous voyez, de déprimer, qui est un trouble de l'humeur, et qui n'est pas une maladie. Un trouble de l'humeur, ce n'est pas une maladie. Vous devenez malade, au sens psychopathologique du terme. Alors que l'éco-anxiété, c'est pas une maladie, mais ça peut rendre malade, gravement malade. Comme justement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ça peut emmener vers un trouble anxieux généralisé, sans être une anxiété, quand bien même il y a des manifestations anxieuses. L'anxiété, on peut être anxieux de traverser la rue, ça peut arriver parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent, mais ce n'est pas pour autant que vous avez une maladie. C'est pareil avec l'éco-anxiété. C'est-à-dire que vous avez un mal-être, pour ceux qui éprouvent ce mal-être, qui est lié aux problématiques environnementales. D'accord ? Donc ce que disent ces chercheurs, qui sont des chercheurs australiens, c'est que c'est une détresse psychique et mentale face aux enjeux environnementaux et aux problèmes du climat. Voilà, c'est leur définition. Donc c'est un état psychologique de mal-être qui, s'il perdure, peut entraîner des pathologies. C'est en ce sens-là que l'éco-anxiété, c'est à double tranchant. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de dire, parce que je traite des éco-anxieux depuis 5 ans, donc ils viennent voir un psychologue, donc ils pensent qu'ils sont malades. Moi, je leur dis, vous n'êtes pas malade. Je leur dis tout de suite, vous n'êtes pas malade. Vous avez une certaine forme de clairvoyance vis-à-vis des problèmes climatiques qui sont avérés, parce que quand vous avez peur de traverser la rue et de vous faire écraser, évidemment, si vous traversez, vous faites écraser. Mais rien ne dit que c'est une pathologie liée sur une vérité absolue. C'est-à-dire que si vous ne traversez pas, vous ne faites pas écraser, donc il n'y a pas de problème. Alors que les problèmes de climat, ils sont vraiment avérés. Donc la cause de l'éco-anxiété, elle est bien là. Elle ne va pas disparaître parce que c'est juste une élucubration.
D'accord? C'est en ce sens-là que c'est une clairvoyance, une grande clairvoyance. Et je pense que, je vais même aller plus loin, ce que je dis généralement, c'est que c'est une bonne nouvelle que vous soyez co-anxieux, pour ceux qui le sont. Alors, on ne va pas s'amuser à le mesurer, on pourrait le faire, hein. Mais parce que maintenant, il y a cet outil diagnostique qui permet de le faire, avec plus ou moins de degrés, et plus ou moins, il y a 4 thématiques majeures. On pourra entrer dans les détails si ça vous intéresse. Mais on pourrait vous mesurer, voir votre degré d'éco-anxiété. Hein. Ce qui fait qu'il n'y a pas... C'est pas tout blanc ou tout noir. On n'est pas éco-anxieux ou pas éco-anxieux. Il y a différentes formes d'éco-anxiété selon le degré de conscience qu'on a et selon la clairvoyance qu'on a par rapport aux différents enjeux. Il y a certains éco-anxieux, ils n'ont qu'une partie du problème. Ils sont conscients d'une partie du problème. Puis certains éco-anxieux qui ont une grande partie de toute la systémique, en fait. Un peu comme dans la fraise du climat, comme vous l'avez fait tout à l'heure. On voit l'enchaînement systémique, en fait. Et peut-être que certains qui ont fait cette phrase du climat, si vous n'étiez pas super aware, comme dirait l'autre, vous avez tout d'un coup élargi votre champ de conscience à cette globalité systémique. D'accord ? Donc, l'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une prise de conscience aiguë. Moi, c'est comme ça que je le dis de façon empirique, et je vais donner le micro à Charline. C'est une prise de conscience aiguë, d'accord, des problématiques et des enjeux environnementaux. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est surtout une question de prise de conscience qui va entraîner à la fois des préoccupations mentales, c'est-à-dire ce qu'on appelle des ruminations, et des émotions négatives. Enfin, ce qu'on appelle les émotions négatives comme la colère, des inquiétudes surtout. Hein. Ce que disent les chercheurs, c'est surtout au niveau des inquiétudes et des peurs. Plutôt ce genre d'émotions-là, les peurs. Ça n'épuise pas complètement le sujet de l'éco-anxiété. Parce que moi, personnellement, ce que je peux constater, c'est qu'il y a aussi des questions existentielles. Et ça, les chercheurs n'en ont pas encore parlé. Donc ça veut dire que les scientifiques, d'ailleurs, progressent petit pas, hein, par falsification successive, comme on dit. Hein, c'est comme ça qu'ils disent. C'est-à-dire, à moins que je me trompe, tous les signes sont blancs, sauf s'il y en a un noir. Puis le jour où on en découvre un noir, eh ben, on essaie de comprendre pourquoi. D'accord ? Je passe la parole à Charline. Je vois que tu es lancé. Merci. Mais tu vas vite continuer. Moi, ce que j'aurais voulu savoir après ce que tu viens de nous dire, c'est, Charline, un peu toi aussi, ce que tu penses et ce que tu auras à nous dire de cet état de l'art, de ces questionnements sur ce sujet de l'éco-anxiété. Et aussi qu'on puisse évoquer d'autres mots qui parfois sont contestés, mais qui sont intéressants parce qu'ils montrent aussi que quand on parle d'éco-anxiété, quand on parle de ces sujets, il peut y avoir des nuances, il peut y avoir aussi des couleurs différentes. Toi, tu as parlé aussi de ce mot de solastalgie qu'on entend parfois. Donc, est-ce que tu peux dire un peu ce que... Voilà, en écho à ce que disait Pierre-Éric, où on en est pour toi de cette définition de l'éco-anxiété, et nous dire un mot de ces autres mots pour le dire que tu utilises et que tu définis aussi. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Pierre-Éric, sur le fait que l'éco-anxiété n'est absolument pas une pathologie. C'est ce que disent d'ailleurs les 9 chercheurs qui ont publié l'étude dans le Lancet. Ils disent que l'éco-anxiété, c'est quelque chose de très désagréable, mais qui est plutôt, alors je le dis avec mes mots, mais c'est plutôt le signe d'une conscience éveillée. Donc c'est vraiment pas du tout, pathologique. Et comme tu le disais tout à fait tout à l'heure, c'est vraiment important que ça soit. Enfin, il faut aller regarder la cause en fait. Il faut aller regarder la cause et il ne faut pas en faire un problème individuel. Mais alors c'est à nuancer parce que nous on reçoit dans nos cabinets des gens qui souffrent. Or c'est effectivement l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui va générer de la souffrance. On voit bien que les gens qui arrivent à nos cabinets, ils vont pas bien. Donc on les accompagne et on leur propose d'écouter la souffrance qu'ils déposent au sein de nos cabinets. On leur propose des pistes. Donc c'est vraiment important de pouvoir écouter ça. Mais il faut aussi pouvoir traiter évidemment la cause qui est il y a une origine qui est collective. Donc là, on revient avec les problématiques dans l'ordre du climat. Donc
Là, il y a vraiment quelque chose à aller traiter de l'ordre de tout ce qui est problématique collective. Alors, niveau, comme tu disais Flora, niveau mots, moi je me suis intéressée donc, à l'éco-anxiété en 2019. À l'époque, j'ai fait donc, une étude sur ce terme-là, parce que c'était à l'époque pas très très connu. Il y avait dans les autres pays, aux États-Unis, en Australie, il y avait déjà des études, mais en France, pas encore beaucoup. Donc, j'ai fait cette étude en... Waouh. Pas trop. Moi, je propose qu'on ne reparte pas sur ces questions de définition et de mots. Voilà. Moi, j'aurais plutôt envie en fait, de te donner la parole, Victor, et que tu me dises, pour toi, c'est quoi cette éco-anxiété? Qu'est-ce qui fait aussi, hein, c'est pas la première fois qu'on en parle ensemble. On a aussi participé tous les deux à une table ronde pour Cinema for Change, où on a parlé de cette question de l'éco-anxiété et de la manière aussi dont cette question est reliée aussi à la mobilisation de la jeunesse aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi cette éco-anxiété et comment ça se manifeste de manière concrète dans ta vie? Depuis quand? Voilà, comment tu as réussi à mettre ce mot-là dessus? Est-ce que tu en mets d'autres? Moi, la première fois qu'on a discuté avec Pierre-Éric, on a parlé d'éco-anxiété. Je me suis dit, en fait, moi, j'ai jamais été éco-anxieux, j'étais toujours dans l'action, ça allait. Et en fait, en y réfléchissant, c'est juste que j'ai eu tendance à effacer ça de ma mémoire. J'ai commencé, moi, assez tôt, en fait, finalement, à comprendre ces enjeux. Au début, ma petite histoire, c'est que j'étais fan de documentaires animaliers quand j'étais petit. Et pardon, faut que je parle, il y a des gens aussi là. Ma petite histoire, c'était oui, du coup les documentaires animaliers et en grandissant, j'ai très vite appris qu'il y avait de la déforestation et donc c'était l'huile de palme et waouh, il fallait changer l'alimentation, il fallait changer ça et au fur et à mesure, on commence à prendre conscience que il y a bien plus que juste la déforestation en Indonésie, il y a tout un problème climatique et écologique assez monstrueux et l'éco-anxiété, elle est venue un peu de cette dissonance entre ce que j'apprenais et ce que je vivais. C'est-à-dire que les gens autour de moi n'étaient pas au courant. On était en 2014 par là. Au collège, on n'en parlait pas. T'avais quel âge en 2014 ? J'avais 14 ans, enfin 13 ans, 14 ans. Au collège, on n'en parlait pas. Personne n'en parlait. Et là, il y a eu des gros coups de stress. Je me souviens d'essayer du coup, et on en parlera après des leviers d'action, mais en fait, c'était presque de la survie de trouver des moyens de faire des choses. Ça a commencé avec des petites listes dans la cuisine pour dire faut pas manger ça parce que ça c'est la déforestation, faut pas manger ça parce que ça c'est la surpêche, etc. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, au fur et à mesure, en fait, on rencontre des gens, on avance. Moi, ça a été ma première, en fait, presque une réaction de survie aussi, d'aller rencontrer des gens qui faisaient ça. C'est pour ça que je me suis retrouvé à la COP 21. J'ai séché les cours pour y aller, pour aller voir les gens qui savaient ce qui se passait et pour aller les rencontrer. Et ça a commencé comme ça et ça me fait du bien en fait. On en parlera après de ce qui fait du bien, mais voilà. Et il y a toujours des moments, par contre, encore, comme tout le monde j'imagine, ici d'éco-anxiété, quand on lit les rapports du GIEC, quand on voit, moi je suis étudiant en biologie et en écologie, et j'étudie aussi du coup la climatologie, enfin toutes les sciences environnementales, et j'ai fait une licence de ça. Et on a des climatologues qui nous présente, comme on a vu un peu avec la fresque du climat et ce genre de choses, mais de manière bien plus détaillée et beaucoup plus en profondeur. Parce que c'est vrai qu'on survole un peu tout le système, mais quand on va sur chaque domaine qu'on creuse un peu, c'est assez catastrophique. Et donc on a des moments encore comme ça, où on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est cette dissonance entre ce qu'on voit à la télé. Oui, mais non, c'est l'humanité. C'est tout le monde. C'est quand on voit la distance entre ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit, nous on étudie, et ce que les gens savent, et ce que nous on fait. On a l'impression de délirer. Et il y a ce côté-là qui j'ai l'impression, mais tu pourras confirmer, Pierre-Éric, mais qui pousse encore plus l'éco-anxiété, c'est l'isolement et de cette dissonance en fait par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, quand on voit que finalement on est le seul à avoir compris ça.
il y a beaucoup de stress et une sensation un peu d'imploser. Et donc voilà, est-ce qu'on parle des solutions maintenant ou de comment ça s'est passé la suite ou on va attendre un peu. Voilà, c'était la partie un peu moins fun, on va parler du fun après. Mais en fait, c'est hyper important d'accueillir le pas fun. Parce qu'en fait, c'est cette étape-là qu'on a tendance à squeezer, en fait. Et c'est le fait de la squeezer qui facilite aussi autant de pouvoir l'écarter en disant, en fait, c'est rien, ça n'existe pas. C'est le déni aussi. Moi, ce que j'aimerais te demander, du coup, c'est aussi que tu nous partages, Pierre-Éric, ce que viennent déposer les gens, ce qu'ils vivent, donc les gens qui viennent à ton cabinet, ce qu'ils vivent, un peu en écho à ce que disait Victor. Qu'est-ce qui t'exprime, qu'est-ce qui revient régulièrement, et comment est-ce que ça impacte leur vie? Alors, je vais commencer en disant quelque chose qui fait écho à ce que tu viens de dire. L'éco-anxiété, il ne faut pas nier les choses négatives. En fait, il faut accepter le diagnostic, mais refuser le pronostic. C'est très important. Accepter le diagnostic, c'est quoi? C'est se dire, bah oui, on est en train d'aller dans le mur et on ne va pas faire comme les climato-sceptiques, se mettre des mains sur les yeux et sur les oreilles et ne rien dire. Sauf qu'évidemment, quand on est minoritaire et qu'on dit ce genre de choses, quand on est tout seul, comme tu viens de le dire, Victor, dans sa famille, à dire si on prend si on achète du Nutella, ça va foutre en l'air l'habitat des orang-outans parce que c'est de l'huile de palme, les gens nous regardent avec deux yeux ronds, parce que c'est pas le mainstream encore. Quand bien même, ça fait 50 ans qu'on est informé sur tous ces sujets-là et que les scientifiques nous le disent depuis 50 ans. Donc accepter le diagnostic, c'est aussi ça, quelque part. C'est se dire, ça va être dur. Ça va être dur de se lever et de dire, ça ne passera plus par moi. Stop, ça ne passera plus par moi. Mais ça veut dire accepter aussi tout ce que disent les scientifiques. Non pas pour se recroqueviller au fond du trou. Ça serait une peur qui immobilise. Et vous allez voir, il y a plusieurs types de peurs. Parce que celle-là, elle ne va pas permettre de donner un effet de levier pour l'action. Donc tant qu'on n'a pas accepté la peur, on ne peut pas être dans une action équilibrée. Donc accepter le diagnostic, c'est accepter tout ce qui arrive et accepter ce que ça produit en nous. Tout ce que ça produit en nous, notamment la peur. Comme je viens de le dire dans la définition, c'est essentiellement les manifestations anxieuses de l'éco-anxiété sont liées à la peur. D'accord ? Il y a 3 types de peur. Il y a une peur qui immobilise, il y a une peur qui mobilise et il y a une peur qui démobilise. Si on va trop vite à raconter tout ça dans la société, vous allez démobiliser les gens, vous allez leur faire peur et vous allez les démobiliser. Ils ne vont pas vouloir vous écouter. Ils vont être dans le déni et même pire, dans le dénigrement. Si vous allez trop vite dans l'action, vous allez, et j'en parlerai tout à l'heure, aller dans ce qu'on appelle le burn-out écologique. D'accord ? Et ça, c'est terrible parce que de toute bonne foi, vous allez aller dans le mur, mais dans votre propre mur à vous. On y reviendra. Et donc, il faut se focaliser sur la peur qui mobilise. Il faut arrêter de dire qu'il ne faut pas considérer la peur. La peur est une émotion naturelle. La peur est une émotion qui est causée par le stress. Vous avez peur tout le temps, toute la journée, sans même vous en rendre compte. On a une machine extraordinaire qui est dans la boîte crânienne, qui s'appelle le cerveau, qui trie environ la majorité de nos émotions pour les évacuer, pour être dans l'action la plus appropriée, éviter de perdre de l'énergie. Donc quand vous traversez, vous manquez de par exemple, vous êtes dans la rue et que vous voulez traverser de l'autre côté de la rue et que vous ne faites pas trop attention, tout d'un coup, vous avez un mouvement de recul en arrière, vous avez une émotion de peur qui surgit dans votre cerveau et vous réalisez que vous manquez de vous faire écraser parce qu'un bus est passé, mais sans même que vous l'ayez décidé, vous avez fait un mouvement arrière. C'est extraordinaire quand même, cette mécanique du stress. Ça vous est tous arrivé, je suis sûr, un jour. C'est peut-être pas un bus, c'est peut-être une mobilette ou une voiture, ce que vous voudrez. Mais cette mécanique du stress, elle est naturelle et elle est en nous comme la plupart des animaux qui ont au moins un cerveau reptilien. D'accord ? Les oiseaux qui s'envolent parce qu'on approche d'eux, c'est le stress qui les fait s'envoler. Ils ont peur de se faire bouffer par vous, parce qu'ils vous prennent pour des prédateurs. Le bus, un peu comme un prédateur, mais nous, on a un peu évolué depuis 100 000 années. Donc avant, c'était les lions, maintenant, c'est les bus.
Mais on a en nous cet instinct de conservation qu'on a en commun avec les animaux. Et donc, face à la banquise qu'ils font, nous, on a cette capacité qu'ont pas les animaux à nous projeter dans le futur. On est les seuls animaux symboliques, pensant, comme disait tout à l'heure Flora. Mais on est capable de symboliser. C'est-à-dire même d'imaginer les choses qui ne sont pas encore arrivées, contrairement aux animaux, qui ne réagissent à ce qui arrive. Et notre part animale, qui est dotée de cette mécanique du stress, réagit comme il y a 100 000 années, quand cette mécanique est apparue dans notre organisme. Enfin, même plus avant. Donc on réagit encore comme des primates, il y a même 1 million à 2 millions d'années, face à un danger perçu comme tel. Or, la banquise, pour ceux qui sont clairvoyants comme les éco-anxieux, c'est un immense danger. On est d'accord? Simplement, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas les ressources pour faire face. Or, chaque être vivant, qui a au moins un cerveau reptilien, a les ressources pour faire face. L'oiseau, il fuit. Nous, on fait un pas de côté ou un pas en arrière quand le bus nous fonce dessus. Mais face à la banquise, on n'a jamais vu ça. On n'a pas la ressource individuelle. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est éco-anxieux. Il y a une image que j'utilise souvent pour parler en fait, de tous ces phénomènes qui nous dépassent et qui sont bien plus grands que nous et dont on est conscient quand on est éco-anxieux. C'est l'image de l'empan. L'empan, c'est en fait cette distance que vous avez en fait, d'un bout à l'autre de la main. Et en fait, l'empan de cette question climatique écologique est tellement vaste que notre cerveau humain, il n'est pas capable de faire face à autant d'informations, à autant de paramètres. Et c'est pour ça que bien souvent, c'est abyssal et c'est vertigineux. C'est qu'en fait, c'est juste pas une échelle à un tel point de systémique et d'interdépendance entre les facteurs qu'on est capable dont on est capable de prendre en compte l'ampleur. C'est juste complètement dingue, parce que tu dis il y a la banquise, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les limites planétaires, il y a la pollution, il y a l'extinction des espèces. On ne va pas faire la liste parce qu'on ne va pas avoir envie d'aller au fond du trou, là. Mais en tout cas, cette image de l'empan, moi, je la trouve intéressante parce que justement, ça dit aussi, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'utilise, que les éco-anxieux, ils ont l'empan plus grand que la plupart des gens. Et en fait, c'est un empan qui grandit, 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 grandit. Et justement, pourquoi j'utilise aussi cette métaphore-là? Parce que c'est aussi ce qui me permet de me dire, OK, petit à petit, je fais bouger l'empan des gens autour de moi. Je les aide parce que je porte, parce que je dis, parce que je fais, à prendre un peu plus conscience de cette interdépendance, de cette multiplicité des facteurs, etc. Je ferme ma parenthèse. Ce que je voulais dire aussi, te renvoyer au vécu de tes patients. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais sur la peur. Dans ce stage de travail qui relie dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un moment où on a fait quelque chose qui s'appelle le mandala des vérités, où nous, 15 femmes, sommes venues chacune de notre tour déposer au milieu de la pièce nos émotions désagréables, négatives, etc. Et ces émotions, ce n'était pas seulement la peur. C'était la peur, la colère, la tristesse, l'impuissance, la culpabilité. Et pour moi, eh bien, il y a toutes ces émotions-là et plein d'autres nuances qui sont présentes aussi quand on parle de cette question d'éco-anxiété. Et du coup, je voulais préciser ça aussi avant de te redonner la parole. Qu'est-ce que tes patients ont en commun? Qu'est-ce qui, du coup, aussi les distingue et comment est-ce que tu caractériserais ces vécus d'éco-anxiété qu'ils viennent te partager? Le point commun, je l'ai évoqué, c'est effectivement ce stress face à ces événements climatiques et ces enjeux écologiques dont ils prennent progressivement conscience. Alors je le disais, voilà, par exemple, ça peut être la banquise, ça peut être l'extinction de la sixième extinction massive, la fin des ressources, etc., etc. Donc chacun va arriver par un côté. Puis il y a cette prise de conscience globale qui les tétanise de peur. Moi, c'est vraiment le point commun que je vois le plus. C'est pour ça que j'en parle. Mais bien sûr, après, il y a plein de réactions en chaîne, émotionnelles, mais pas que, aussi cognitives et physiques. Donc, effectivement, la colère ou le dégoût.
La colère de quoi? La colère du système qui fait n'importe quoi. Et le dégoût aussi de faire partie de ce système. Donc généralement, il y a les grandes émotions qui sont mobilisées, les 5 grandes émotions. Donc la peur, sauf la joie, évidemment, donc les 4 négatives. La peur, le dégoût, la colère et, il m'en manque une, la tristesse, voilà. La tristesse de voir tout ça disparaître, donc ça c'est très lié à la solastagie, dont aurait pu parler Charline. La solastagie, vous le savez sans doute, c'est la nostalgie d'un monde qui est en train de partir, qu'on a connu tel qu'il était, qu'on vivait bien dedans. C'est le fait de voir par exemple une rivière s'assécher ou un lac, de voir une montagne être rasée progressivement, et c'était le cas de Glenn Albrecht qui a étudié le phénomène. Il l'a vu comme ça. Les Inuits, c'est de voir leur banquise disparaître. Mais nous, ça peut être, même si on n'est pas, comment dirais-je, proche de cet écosystème-là, être perturbé par la disparition des espèces. Moi, par exemple, je me souviens d'une patiente, c'est d'ailleurs celle qui m'a fait comprendre ce que c'était que l'éco-anxiété, qui m'a rendu éco-anxieux d'ailleurs, c'est la disparition du dernier rhinocéros blanc. Je l'ai dit à une de mes binômes là tout à l'heure. La disparition du dernier rhinocéros blanc, elle était attachée à cet animal pour des raisons qui étaient personnelles, quand bien même elle ne le côtoyait pas tous les jours. Elle a pleuré en séance parce qu'il avait disparu et qu'il n'y en aurait plus jamais. Voilà. Ça passe. Donc c'est ça, accepter le diagnostic. C'est se dire, bah ouais, c'est comme ça. Et par contre, on va refuser le pronostic. C'est-à-dire que ça continue à avancer comme ça. Et c'est comme ça qu'on va basculer un jour vers l'action. Donc pour répondre à ta question, voilà, c'est les grandes émotions comme ça qui s'expriment, mais dans une progressivité. Mais pour moi, la première émotion, c'est la peur. C'est la peur, et surtout, c'est la peur de la mort. Ce qu'on appelle l'angoisse de finitude dans notre jargon. En fait, on prend conscience que ce qu'on nous a dit un jour va arriver. Parce que dans notre société, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais le plus grand des tabous, c'est la mort. C'est plus le sexe, ou c'est plus d'autres trucs. C'est la mort. Parce qu'on on est devenu un peu un but de nous-mêmes, nous les êtres humains. On a fait des tas de progrès techniques qui ne sont pas niés. Je préfère vivre dans ce siècle-là que le siècle dernier. Mais ce progrès, il devient destructeur, comme vous en êtes rendu compte. Il est à la fois constructeur, mais aussi destructeur. Mais malheureusement, c'est en train de passer du mauvais côté, du côté obscur du progrès. Et il est en train d'entraîner de la mort, en fait. Et nous, on fait semblant comme si ça n'existait pas. 80, 130 espèces par jour disparaissent par jour. On fait comme si ça n'existait pas. Et que ce n'était pas de notre faute. Ce n'est pas tout de notre faute, mais c'est en très grande partie de notre faute. Et on fait comme si ça n'existait pas. Voilà. Et on a aussi, en plus des émotions, un truc dingue, c'est des cognitions qui sont complètement irréalistes, qui sont de l'ordre de la croyance magique, comme cette fameuse croyance de ressources infinies dans un monde fini. Comme si on allait pouvoir piocher éternellement dans les ressources de la planète. Voilà. Et là, tout d'un coup, l'éco-anxieux, il prend conscience de ça. Il prend conscience que toutes ces fables qu'on lui raconte, dans le système consumériste surtout, moi je ne suis pas du genre à dire c'est bien, c'est mauvais. Il y a toujours des bonnes choses dans chaque chose et des mauvaises choses. Dans le système consumériste, il y a des bonnes choses et puis il y a des très mauvaises choses, comme dans le système capitaliste. Et l'éco-anxieux surfocalise sur les choses mauvaises. Et donc, notamment, cette fable et tout ce qu'on raconte sur, comme cet exemple que je donnais, la croissance infinie dans un monde fini. Et tout d'un coup, il va lui arriver un choc, ce qu'on appelle une métanoïa, ou une éco-métanoïa. Je vais vous dire ce que c'est après. C'est cette prise de conscience soudaine ou progressive, comme c'est arrivé pour Victor, que c'est n'importe quoi ce qu'on nous raconte. Que les valeurs consuméristes auxquelles on nous demande d'adhérer, les valeurs de la doxa, c'est-à-dire de la bien-pensance du moment, c'est n'importe quoi. Et l'éco-anxieux, il ne veut plus y adhérer. Donc vous voyez, il y a à la fois une métamorphose émotionnelle, cognitive et noétique. Noétique, c'est un gros mot pour dire crise de sens. Alors métanoïa, c'est quoi? Métanoïa, c'est un vieux mot grec. C'est un concept des anciens, des Grecs, de la Grèce antique. Ça, métaphysique, vous connaissez, c'est au-delà de la physique. Ben là, c'est un au-delà de quoi? De noïa, c'est comme dans paranoïa. La paranoïa, c'est une pathologie où on est à côté de son esprit. Paranoïa. Noïa, c'est l'esprit. Donc métanoïa, c'est un passage d'un état d'esprit un peu étroit à tout d'un coup un état d'esprit qui s'élargit. Métanoïa. Au-delà de l'état d'esprit d'avant. Et même de l'état d'être. Tout d'un coup, c'est comme on dit une conversion du regard. Ça change complètement notre vision du monde.
d'intégrer ces informations écologiques ou sur l'environnement, d'intégrer le fait qu'on ne veut plus adhérer à la doxa consumériste. Ça nous change notre vision du monde, ce qu'on appelle une Weltanschauung dans le jargon, en allemand. On va apprendre à parler dans toutes les langues. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vois chez tous les éco-anxieux que j'ai accompagnés. C'est vraiment cette métanoïa, cette prise de conscience qu'on ne peut plus se cantonner à cette espèce d'étroitesse d'esprit quand on considère l'environnement et notre écosystème. Je te rends le micro parce que je suis bavard. Ouais, mais je trouve qu'on discute plutôt bien. Enfin, tu vois ça. Ouais, moi j'ai parlé sur scène. Je suis allée raconter des histoires d'effondrement et de résilience sur scène dans un TEDx qui s'appelle « Choisir héros sans nier Thanatos ». Choisir la pulsion de vie plutôt que la pulsion, sans nier la pulsion de mort. Et ce que je disais, c'est ce voile qui se déchire et qu'on ne peut plus recoudre. Et j'ai gardé cette expression-là, c'est quelque chose qui m'est cher, parce que j'ai vraiment cette impression-là que ce voile s'est déchiré et que depuis, je ne suis plus la même. Et que ça conditionne, ça imprime, c'est comme un pli qui aurait pris corps à l'intérieur de moi. Cette prise de conscience, cette dissonance cognitive aussi que j'ai de vivre dans le monde tel qu'il est, puisque je suis une femme, une jeune femme, dans le monde de 2022, dans la France de 2022, qui va voter demain, voilà. Et je suis moi aussi pleine de contradictions, je suis moi aussi... voilà, on le disait en blaguant, j'ai décidé d'accepter d'être maman, donc je serai maman en septembre. Et non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une contradiction. Il faut que les mamans éco-anxieuses fassent beaucoup d'enfants pour qu'on convertisse les regards. Non, mais je le dis, pourquoi je le dis ? C'est qu'en fait, clairement, il y a des gens autour de moi qui me le disent en blaguant, mais comment est-ce que toi, qui écrit sur ces questions d'effondrement, qui connaît si bien les questions d'éco-anxiété, tu peux décider d'être maman. Et c'est là où, effectivement, c'est aussi se rappeler que nous sommes vivants, que plus faire d'enfants, c'est aussi choisir la mort, et que nous sommes, en fait, aussi des êtres complètement pétris de contradictions, parce qu'on vit à notre période. On ne vit pas à un autre moment. Et donc, c'est aussi composé, et là j'en viens, c'était ma transition, c'était le petit topo perso, pour aussi dire que cette éco-anxiété, elle nous pousse à faire des choix, et parfois, eh bien, elle peut être présente, et en même temps pas complètement déterminante. Ce qui fait que j'ai accepté aussi cet enfant qui se présentait. C'est que pour moi, c'est une source de joie incroyable. C'est la vie qui se poursuit. C'est imaginer pouvoir lui transmettre et vivre avec lui autre chose que ce que vivent beaucoup d'enfants dans le monde tel qu'il est là. On parlait de consumérisme et de capitalisme. Voilà, je voudrais que ce soit un petit sauvageon qui court dans les bois. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est un moyen, finalement, pour moi de passer à l'action, que je n'imaginais pas du tout. Mais qui est très important, qui est très fort et qui prend beaucoup de place dans ma vie, y compris de militante maintenant. Sur cette petite transition personnelle, j'aimerais t'entendre un peu, Victor, parce que quand même, toi, tu n'aimes pas trop parler du constat, les trucs plombants, tout ça. Tu aimes bien qu'on passe tout de suite à l'étape d'après, à ce qui te met en mouvement, à ce qui te réjouit. Tu as commencé un peu à en parler tout à l'heure. Comment est-ce que justement, très vite, tu as mis en place des choses dans ta vie, avec tes proches, mais aussi dans des projets collectifs, pour, tu vois, le mot qui me venait, c'était tromper ton éco-anxiété, parce que ça faisait écho à ce que tu disais tout à l'heure, que finalement tu l'avais un peu mise de côté. Comment est-ce que tu vois ça ? Comment est-ce que justement ça a été aussi pour toi un moteur pour passer à l'action ? J'ai souvent vu l'éco-anxiété, moi, comme même la situation, comme le fauteuil dans lequel je suis, qui est assez confortable en tant que privilégié, etc., qui profite un peu de tout ce système.
mais un fauteuil qui est en train de brûler. Et moi, ma première réaction, ça a été de me lever, ce qui me paraissait avoir le plus de sens. J'avais la chance de pouvoir me lever, j'avais le privilège de pouvoir me lever, et c'est-à-dire de sécher les cours pour aller à la COP21, pour rencontrer des gens. Et peut-être en parlant de solutions et plus de comment ça s'est transformé, moi j'ai eu cette volonté vraiment d'aller à la rencontre de personnes pour comprendre. Et ce qu'on fait avec les fresques, et ce qui est assez cool, c'est ça, c'est ok, déjà c'est la merde, mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne, quels sont les leviers d'action, et ça a fait du bien en fait, d'essayer de dompter la bête, d'essayer de comprendre comment tout fonctionne. Et ça a été, donc, juste pour faire l'histoire, du coup, je suis allé à COP21, j'ai rencontré des gens là-bas avec qui j'ai fondé une association qui s'appelle All for Trees, avec qui on s'est battu, on a fait des campagnes avec On est prêt, pour sensibiliser par rapport à la déforestation en Amazonie, mais un peu partout. Et c'était aussi l'occasion de rassembler tous les porteurs de projets de reforestation à travers le monde pour créer une communauté autour de l'arbre et une communauté autour des gens qui ont décidé de réensauvager la planète, mais de la bonne manière, pas comme on a tendance à le faire pour pouvoir prendre l'avion avec les compensations. Et sauf qu'après ça, mon parcours, je suis allé plus à rester dans ma chambre, à essayer de comprendre, à ouvrir des livres, à lire à regarder des documentaires, lire des articles pour essayer de voir ce qui se passait et de voir les leviers d'action. Et je me suis engagé du coup dans une licence de biologie et de sciences environnementales. Et c'est là où du coup j'ai été parce que je vivais à Paris, déconnecté du monde extérieur, du monde vivant et du monde que j'étudiais. Et c'est bizarre d'apprendre à quelque chose c'est comme si on était dans une pièce fermée et on entendait que dehors tout était en train de mourir, s'écrouler. Et moi j'étais là à essayer de voir et à regarder tout s'écrouler. Et une clé de ça a été la reconnexion au vivant. Je me souviens en fait, c'est ça, c'est quand tous les graphes qu'on voit, qu'on étudie sur les populations d'oiseaux, par exemple, agricoles, sur les écosystèmes marins, etc., sont en train de s'effondrer, et ben, chaque papillon, chaque gramme de vie, chaque oiseau devient une source de joie, une source une sensation de miracle, et qui apporte tellement de joie et de bonheur. Et voilà, essayer de se reconnecter au monde qu'on est en train de perdre, je trouve que c'est la plus belle manière d'essayer de le protéger aussi. Et au final, c'est ça. Moi, j'ai trouvé dans la permaculture, hein, je passais pour un gros bobo, mais c'est ça, hein, j'ai trouvé dans la permaculture une manière de se reconnecter au vivant et de voir que en fait, la manière dont on vivait, dont on se nourrit, n'est pas forcément en opposition avec le reste du monde, avec l'écosystème. Et voilà, je me souviens pour faire la petite histoire, chez ma mère, avant il y avait un gazon tondu à ras, et au fur et à mesure j'ai commencé à replanter des arbres, à faire une forêt jardin. C'est une forêt où tout est comestible, donc aussi bien des arbres fruitiers aux fraisiers en bas, à toutes les strates. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à voir les oiseaux qui revenaient, les petits mulots, les petits rongeurs qui revenaient, et donc du coup les chouettes qui revenaient là où avant il n'y avait plus de vie. Et ce genre de choses, pour moi, c'est un peu je trouve que le meilleur pansement, le meilleur baume contre la brûlure qui est toute cette crise, c'est cette nature extrêmement apaisante, et c'est là où personnellement je sens bien. Mais bien sûr, si je savais que si j'étais dans un environnement où j'étais bien alors que tout le monde est en train de brûler à côté, forcément qu'il y aura un moment où je me dirais ok, l'éco-anxiété reviendrait à la charge en me disant ok, non, il y a plein de choses à faire. Et c'est pour ça que là, l'engagement devient extrêmement intéressant. Et bon, là on le fait avec le Relais Jeunes, mais avec plein d'autres ratios, avec On est prêt, de parler de ces sujets, d'avoir l'impression qu'on fait avancer les choses à notre échelle, c'est la meilleure chose. Et forcément on est dans un contexte où on a l'impression qu'on va tous mourir, mais c'est pas forcément le cas. Et ce qu'on apprend en sciences environnementales, on va tous mourir, pas tout de suite. Ce qu'on apprend en sciences environnementales, c'est que quand on commence à comprendre le système, on voit que c'est pas quelque chose de binaire. On va pas réussir, on va pas tout rater. Et même si on perd les dauphins, on aura encore les orques, on aura encore les baleines. Même si ça va créer des gros déséquilibres au niveau des écosystèmes, il y aura toujours de la vie. Et aujourd'hui, il y a 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. On a encore 10 millions d'espèces. Et même sur ces 1 million, si on bouge vraiment, littéralement, on peut éviter qu'énormément d'espèces s'éteignent. Et ça,
c'est juste avec des solutions et juste avec une compréhension de ce qu'on peut faire changer les choses. Et c'est pour ça que moi, les fresques pour le climat, les fresques pour la biodiversité, c'est la meilleure manière parce que on part de l'information et ensuite on passe à l'action. Et on peut avoir, et au final c'est ça, moi, cette sensation d'isolement envers ma famille ou envers mes amis, j'ai surmonté parce qu'au début il y avait cette incompréhension, mais on en parlait hier avec Héloïse, une des citoyennes de la Convention citoyenne pour le climat, qui disait, mais en fait on était tous des citoyens différents, et à partir du moment où on a la même information, on a tous ce socle scientifique, là on commence à être à peu près d'accord sur la situation. C'est pas très compliqué en vrai, quand on voit les chiffres, on a bien envie d'agir, on va pas laisser le monde mourir. Et donc si on part de l'information, si on part de la formation de toutes ces personnes, derrière on peut avoir des discussions qui sont beaucoup plus saines. Moi, les discours que j'ai eu avec mes parents, en fait, les meilleures discussions que j'ai eues, ça a été après avoir vu des documentaires, après être allé faire des événements ensemble, des conférences. Et je pense qu'au lieu de tomber dans cette incompréhension, d'avoir l'impression que personne ne comprend ce qui se passe, et ce qui pousse encore plus à l'éco-anxiété, à l'isolement, à cette dissonance entre ce qu'on vit et ce qui se passe, c'est d'amener les gens à vivre ce qu'on nous on a vécu et ce qui nous a fait passer de l'autre côté. Que ce soit des films, que ce soit des documentaires, il y en a beaucoup sur Internet, sur Netflix même si c'est pas toujours la meilleure chose. Je l'ai cité, contradiction. Voilà, mais même les conférences, d'amener ses parents à avoir ce genre de choses pour qu'ils vivent ce que nous on vit, ses amis, c'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours facile, mais le plus simple en fait, c'est vraiment de dire ok, on va à cette conférence, après on va boire une bière tous ensemble et ça sera cool, et pas dire ok, on est dans la merde, il faut que tu vois ça. Enfin, ça peut marcher aussi, mais avoir un discours trop comme on l'est, parce qu'on est emporté par nos émotions quand on voit tout ça. Forcément, on a envie de tout casser, on a envie de crier partout, que c'est vraiment la merde. Désolé du mot. Mais il y a aussi faire partie de peut-être une émotion, une intelligence émotionnelle de dire ok, je comprends que c'est toutes ces émotions qui arrivent, mais si je veux pas faire paniquer les autres autour de moi, et au contraire les amener à une réflexion et pas qu'ils se bloquent parce que d'un coup on se retrouve avec une tempête face à nous, on a envie de fermer la porte. En fait, juste prendre sur soi sur un moment et leur dire ok, venez, on va voir un film, on va voir ce film là, et après c'est de la patience, c'est un jeu de patience. Moi je sais que mes parents, mon père surtout, ça a été des grandes discussions, ça a été plein d'échanges, etc., et à chacun de trouver la porte d'entrée. Je pensais au Relais Jeunes, au sein du Relais Jeunes, je parle beaucoup, je suis désolé, au sein du Relais Jeunes, au sein du Relais Jeunes, on a tous des portes d'entrée différentes dans l'engagement. Il y en a pour qui ça a été sortir avec une anarchiste, bon, c'est assez improbable, mais c'est la vérité. Moi, ça a été plus les animaux, du coup, au début, les orang-outans, la déforestation. D'autres, ça a été plus... Enfin, il y a plein de manières différentes, plus le féminisme, plus voilà, la justice sociale, mais au final on rend compte que c'est un truc assez systémique, et il faut avoir la patience de trouver les portes d'entrée chez les gens. Mon père a été beaucoup plus touché par des scientifiques extrêmement sérieux qui parlaient. Ma mère a été beaucoup plus touchée par des jeunes qui témoignaient, par exemple. Et essayer de trouver, moi je trouve ça presque un challenge avec les proches autour de moi, de leur faire vite, de leur montrer des films, de leur montrer des trucs, de parler de certaines choses et de les écouter aussi, de voir qu'est-ce qui leur tient à cœur. Et tristement, mais heureusement, cette crise est tellement universelle que forcément chaque humain va être touché par des choses, et cette crise va toucher à des choses qui leur tiennent à cœur, et donc il y a toujours des portes d'entrée. Voilà. J'essaie de voir où t'aboutissais. Mais tu t'en sors bien. Hein. Merci Victor. Moi, ce que j'avais envie de... On prendra quelques échanges après, mais on va terminer notre échange là avant de prendre quelques questions. Moi, ce que j'avais envie de partager aussi en écho à ce que tu disais, avant de donner la parole à Pierre-Éric, c'est le fruit de cette enquête de 6 ans que j'ai pu faire, qui a abouti au livre que j'ai écrit, Nos voies de résilience. Finalement, à un moment, je suis arrivée à... reprendre à mon compte et à ma manière un concept qui avait été développé par un philosophe qui s'appelle Abdenour Bidar, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Tisserands. Et dans Les Tisserands, il parle du triple lien. Pour justement réparer ce tissu déchiré du monde, il parle de développer le triple lien. Et ce triple lien, en fait, il est tissé par des gens comme vous et moi.
Et c'est le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature. Et j'ai repris ça à mon compte. J'ai appelé ça la triple connexion à soi, aux autres et aux vivants en dehors de nous. Et finalement, j'articule ça dans mon livre. Pourquoi je vous partage ça? Parce que toi, tu parles là beaucoup de la connexion aux vivants. Mais pour moi, une des clés, en tout cas quelque chose que je nourris dans ma vie tous les jours depuis que j'ai aussi travaillé là-dessus, c'est justement cette triple connexion. C'est-à-dire c'est aussi le lien que j'entretiens avec moi, avec mon corps, avec mes émotions, avec mes pensées, essayer de mieux me connaître, mieux me comprendre. Et pour moi, ça fait partie de ce passage à l'action quelque part. Parce que combien de fois j'ai vu aussi des gens s'engager dans des actions collectives sans avoir fait ce travail et du coup venir foutre le bazar aussi dans des dimensions collectives. C'est ce qu'on appelle le PFH, le précieux putain de facteur humain. Et c'est très important. Donc, le rapport à soi, essayer de mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux comprendre ses peurs, ses impuissances, ses colères, ses ressources aussi. Le rapport aux autres, comment est-ce qu'on prend soin de nos relations? Comment est-ce qu'on prend soin de ce qui compte pour nous, de ceux qu'on aime, mais aussi de ceux qu'on n'aime pas? C'est-à-dire comment on traite les conflits. Et toutes ces questions-là, elles sont extrêmement importantes quand on sait ce qui nous attend, en fait. Ce qu'on traverse déjà, l'incompréhension, le racisme, le fascisme qui guette à nos portes et dans nos urnes. Et pour moi, cette question, elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire comment on réapprend à communiquer correctement, à se respecter les uns les autres. Et la connexion au vivant, elle est aussi essentielle parce que c'est justement ce que je voyais, ce qui m'était transmis dans cet atelier de travail qui relie, c'est que le principe fondamental du vivant qu'on a oublié, c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est notre finitude. Le vivant fonctionne en circuit fermé, de manière circulaire. Pas de manière linéaire, mais de manière circulaire, parce que justement, l'intelligence du vivant, c'est de savoir que le système est fermé, est fini. Bruno Latour, il dit même qu'il est confiné, ce système, comme nous l'avons été pendant ces 2 années. Donc, pourquoi je vous partage ça? Et même si c'était un peu long, pour moi, c'est important. C'est qu'en fait, dans ma vie et autour de moi, et avec les gens qui m'entourent, j'essaye de partager ça. C'est comment, dans notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, on peut davantage prendre soin de cette connexion à soi, aux autres et aux vivants. Et partager avec d'autres des expériences, des moments, essayer de prendre soin en fait de cette triple connexion-là et de faire en sorte que ça ne soit pas juste des jolis mots, des concepts, des idées, mais bien des expériences qui nous nourrissent, qui trouvent du sens pour nous, qui font en sorte que notre vie, en fait, soit plus goûteuse, soit plus joyeuse, tout en n'oubliant pas tous ces constats terribles dont on a parlé, toute cette peine qu'on a évoquée, parce que justement, elle vient nourrir en fait cette capacité d'agir. Et je voudrais vous partager, même si je n'ai pas la citation exacte, on s'en fout un peu, que en fait, la peine creuse un sillon pour la joie. Et moi, ça me parle beaucoup, cette phrase. Cette idée que accueillir, honorer sa peine, c'est aussi ce qui nous permet de venir abreuver la joie d'une profondeur et d'une authenticité qui fait quand même souvent défaut aujourd'hui. Pierre-Éric, un mot ? J'aime beaucoup cette citation, il faudra que tu nous dises qui c'est. Mais c'est exactement une façon beaucoup plus poétique que moi je le disais, que de dire accepter le diagnostic, refuser le pronostic. C'est-à-dire que le diagnostic, c'est la peine qu'on éprouve face au monde, d'accord ? Mais c'est une peine et une peur éventuellement qui doit nous mobiliser pour refuser le pronostic, c'est-à-dire que ça soit la fin du monde. Je fais court, évidemment. Et qu'une autre fin du monde est possible, pour reprendre... paraphraser Pablo Servigne, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, moi, je voudrais vous donner la roadmap des 3 étapes pour aller vers l'action. Et paradoxalement, on ne va pas d'abord aller dans l'action.
On va d'abord, ça se résume en 3 mots-clés. Le sens. C'est une roadmap, mais elle a été vérifiée scientifiquement. J'expliquerai si tu veux. L'engagement et le bien-être. Non, mais c'est une roadmap, on n'est pas obligé de la suivre, mais c'est ce que font mes patients. Donc moi, je témoigne juste de ce que font mes patients. Donc je dis 3 étapes, le sens, l'engagement et le bien-être. Alors le sens. Pourquoi du sens? Parce que si on ne sait pas où on va, on se plante. Et le sens, on le trouve comment? Le sens, on va le trouver avec les valeurs auxquelles on a envie de se référer. Ça peut être par exemple le véganisme. J'ai tout d'un coup découvert qu'effectivement, si on faisait plus de mal aux animaux, qu'on arrêtait de faire de la viande d'élevage et qu'on arrêtait de bouffer du bœuf, on résolvait une partie du problème. Ça je kiffe, donc j'ai envie de m'engager là-dedans. Vous voyez, je ne m'engage pas encore. Je me dis, tiens, c'est intéressant, dans ce champ d'action-là, j'y trouve à identification, à valeur partagée, résonance, en fait. Résonance. Voilà, j'ai envie d'être vegan. Mais j'ai envie d'être vegan pas que pour moi, en fait. Hein, je reviens sur ta catégorie, je le fais pour moi, pour les autres et pour plus grand que soi. Le vivant. On a bien compris que le véganisme, ça permettait, pour ceux qui sont au courant, de réduire les rejets de méthane et éventuellement d'arrêter de s'étendre sur les terres arables et cultivables et de polluer en plus avec l'élevage. Donc voilà, imaginons, et là je fais juste que de retranscrire, de prendre l'exemple d'un de mes patients. Donc il a trouvé le sens, sa boussole en fait. Le sens, c'est la boussole, c'est vers où je veux aller. Je ne vais pas aller dans un truc qui vient de l'extérieur de moi. Ça n'a aucun intérêt, sinon on reproduit les conneries du monde d'avant. Ça doit venir de moi, du plus intime de moi. Parce que vous allez voir, derrière, quand on a sa boussole, on va la mettre en alignement avec ses compétences. Ce qui va permettre l'engagement. On s'engage dans des choses qu'on sait faire. C'est pas comme l'a dit Victor, il s'est engagé vers des choses dont il avait une appétence, c'est-à-dire cultiver des fruits et des légumes, mais il en a fait même il est en train d'en faire son métier parce qu'il fait des études de biologie. Donc, vous voyez là, on a appétence et compétence. Parce que j'aime quelque chose, je vais devenir compétent. D'autant plus compétent que je les aime. Sens et engagement. Donc je vais m'engager du coup vers des activités véganes. Et là, il y a plein de trucs à faire, possible. Ça peut aller en amont de la chaîne de production dans la culture. J'ai découvert que les protéines végétales, c'est génial, ça peut remplacer justement les protéines animales. Donc du coup, j'ai envie de me lancer, parce que j'ai des compétences agricoles, j'ai envie de me lancer dans la culture comme l'a fait donc Victor. Mais si moi, je n'ai pas de compétences comment dirais-je, agricoles et que je ne suis pas manuel, il y a plein d'autres façons de le faire. Dans la chaîne de création de valeur du militantisme vegan. Par exemple, je peux tout à fait donc, aller dans un écolieu, m'engager dans un écolieu dans lequel mes compétences, par exemple, et là c'était le cas de mon patient d'informaticien, vont être mises à profit pour gérer le stock de la culture et derrière le vendre sur des marchés. Donc je fais partie de la chaîne de création de valeur en étant vegan mais en faisant de l'informatique, ce qui peut paraître a priori contradictoire. D'accord ? Mais je contribue à être dans un écolieu et là je passe de la dimension individuelle à la dimension collective. C'est-à-dire que je m'inscris dans une chaîne de création de valeur et bien sûr, vous l'avez compris, je suis aussi dans la dimension du vivant puisque je protège, je ne fais plus de culture d'élevage, et je fais de la culture de protéines animales et en plus, je participe à la chaîne de création de valeur qui va les mettre sur un marché, parce que végétal, l'écolieu en question commercialise et fait ce que disait Flora, c'est-à-dire est dans ce circuit fermé du vivant. C'est-à-dire que nous, êtres humains, nous avons besoin de nous nourrir pas seulement qu'avec des graines. Et donc, en commercialisant les graines de cet écolieu, non seulement on se nourrit, mais on fait connaître. On milite par rapport à la possibilité de vivre comme un vegan avec des graines qui ont la même capacité nutritive que les protéines animales. D'accord ? Je fais court, évidemment, je schématise. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Troisième étape de la roadmap, le bien-être. Parce que je suis aligné avec mes valeurs, je me suis engagé par rapport à mes compétences et mes appétences, et j'ai un résultat tangible, qui non seulement me satisfait moi, mes petits collègues de l'écolieu, donc avec le collectif, mais aussi avec le vivant. Je suis vraiment au service de plus grand que moi, au service du vivant. Et là, j'ai refusé le pronostic,
en acceptant le diagnostic, c'est-à-dire que j'ai bien refusé de dire qu'il n'y avait que l'élevage qui pouvait nous nourrir. Je fais la preuve que c'est possible, qu'il y a une alternative. Je l'ai fait moi-même, avec d'autres, et j'ai rendu service aux vivants. Voilà la roadmap. Sens, engagement, bien-être. Et ça, c'est un cercle vertueux. Parce que le contraire, c'est le cercle vicieux de « je ne vois pas de sens à ce que je fais, je me désengage et je tombe dans la dépression ». Voilà. Donc vous voyez, vous avez l'inverse, le cercle vicieux. C'est-à-dire que je ne trouve pas de sens à être dans cette société consumériste. Je n'ai pas du tout envie de m'engager dans les études d'ingénieur, parce qu'en l'occurrence, la personne dont je viens de témoigner, il était ingénieur, informaticien, et il ne voyait pas du tout de sens à travailler pour une big corp, ou une world company, ou ce que vous voudrez, ou une SS2I, enfin une NSN comme on dit maintenant, et à produire des gaz à effet de serre avec son travail. Donc, il a trouvé une alternative, comme ici Victor ici présent. Voilà, donc on peut vraiment, même si on est... Tout le monde peut trouver en fait un sens à son engagement qui va créer du bien-être pour refuser le pronostic, pardon, hein, et donc pour pouvoir ajouter du bonheur au monde, le sien, les autres et le vivant. Voilà. Merci. On pourrait continuer longtemps, je crois. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas être tout à fait fini. On va prendre 2 ou 3 réactions, questions maximum, juste pour pas que ça soit trop long. Il est déjà un peu tard par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc peut-être monsieur et éventuellement 1 ou 2 questions, réactions dans le public, si c'est OK pour vous. Monsieur ? Alors, honnêtement, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais si, il y a un mot qui m'avait marqué. Quand tu parlais tout à l'heure, tu parlais de trouver la porte ouverte de la personne. Je ne vais pas parler de moi parce qu'il y aurait trop à dire. Ma vie est compliquée. Je sais, depuis que je suis tout petit, que je suis différent. Et ne serait-ce que parce que je suis gay déjà. Mais il n'y a pas que ça. Il s'est passé tellement de choses et surtout, j'ai mis longtemps à comprendre le monde. Je ne le comprenais pas depuis que j'étais tout petit. J'observais, je me disais, mais comment il marche ce monde? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde tordu dans lequel on est? Je n'ai jamais compris. Et quand j'étais tout petit, j'étais très silencieux, je ne parlais pas. J'aurais jamais fait ce que je fais là, par exemple. Et un jour, j'ai compris. Il y a eu un déclic chez moi. Mais c'est mon déclic à moi. Et c'est uniquement le mien. D'ailleurs, je ne peux pas vous en parler là parce que c'est trop personnel, mais j'ai compris quelque chose en moi. Et ça a tout libéré. Et là, j'ai compris que tout ce que j'avais fait dans ma vie, je le faisais pour la terre. Et alors, tout le reste a suivi naturellement. Et aujourd'hui, j'obéis uniquement à mon instinct. Et c'est magique. Et ce que je veux dire par là, en fait, quand on parle de trouver la porte, c'est à chacun de la trouver individuellement. C'est un travail très personnel qu'il faut faire finalement sur soi. Et se dire, mais est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que je suis épanoui tous les jours en allant au travail? Est-ce que j'y trouve du bonheur dans ce que je fais? Et j'en suis là aujourd'hui. Et pourquoi je m'engage autant? Parce que ça me fait énormément de bien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver ce truc en moi qui s'est débloqué et qui fait que je me sens enfin bien. Alors c'est hyper prenant, hein. À l'inverse, ça me prend énormément. Mais parce que le matin, je me réveille et j'ai une pêche d'enfer. Je le souhaite à tout le monde, vraiment, parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je le souhaite à tout le monde de vivre ce que je vis. Je sais que c'est un peu égoïste ce que je dis parce que je parle pour moi, mais je sais que tout le monde peut le ressentir, parce qu'on est tous des êtres humains et que je sais que c'est juste possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bravo. Sens, engagement, bien-être. Une belle démonstration. Madame ? Non, ça vous est passé? Ouais, mademoiselle. C'est une question par rapport à mon métier, qui est du coup l'éducation à l'environnement. Et en fait, du coup, là, on vient d'avoir un témoignage de chercher sa porte seule, sauf que moi, mon métier, c'est d'aller voir les gens et de leur montrer
plein de portes et de leur dire fonce dans une des portes, celle que tu veux, mais fonce. Et en fait, c'est très ambigu parce que moi, j'ai perdu totalement le sens de mon métier. Du coup, j'étais dans la sensibilisation sur la thématique des abeilles. Et en fait, d'aller voir des enfants et de leur dire les abeilles vont potentiellement, peut-être, un jour disparaître, et ça serait bien la catastrophe, c'était plus possible. Alors que pourtant, par rapport à d'autres métiers, c'est un métier qui pourrait avoir du sens. Mais responsabiliser des enfants et leur proposer des portes qu'ils n'ont peut-être pas envie d'ouvrir ni à cet âge. Et en fait, je pense que c'est très dur même d'aller voir un adulte et de lui proposer des portes et de lui dire voilà, en fait, le monde que tu t'imagines, le futur que tu imagines, tes futures vacances, elles vont peut-être être totalement remises en question par ces 3 portes que je vais te proposer. Et en fait, je trouve que c'est super dur en tant qu'individu de devoir forcer un peu l'ouverture des portes. Voilà. Ouais, moi je ne sais pas si vous avez envie de réagir. Bah déjà, merci de partager ça. En fait, je vais te répondre sans te répondre. C'est juste, ça me fait penser à quelque chose que j'aimerais partager. C'est l'articulation entre l'action individuelle et l'action collective. C'est-à-dire que toi, en tant qu'individu dans ce boulot-là, à faire ça, si tu n'es pas soutenu, si tu n'es pas aidé aussi pour déconstruire, pour promouvoir d'autres alternatives, pour que collectivement, en gros, on s'attaque au problème, effectivement, ton boulot, il est vide de sens. Parce que, en fait, ce qu'il faut aussi changer profondément, c'est la culture de notre société. C'est justement pour que toi, tu ne sois pas là à prêcher avec tes portes et qu'en fait, tu aies l'impression d'être un peu la rabat-joie qui va venir casser le délire ou ce qu'imaginent les gens de ce que va être leur vie. Et donc, c'est cette articulation-là qui est hyper importante. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on n'est pas tous capables, en tout cas pas à tous les moments de notre vie, de jouer une carte à un niveau collectif. Parfois, on est seulement capable déjà d'essayer soi-même de sortir la tête de l'eau, de trouver des voies qui ont du sens pour nous. Et on n'est pas forcément capable d'avoir une action dans le monde, de changer les choses, d'être en mode super-héros et puis parfois de finir par se cramer. Et donc pour moi, c'est important aussi d'avoir conscience que justement, on doit trouver un équilibre dans notre vie entre cette échelle individuelle et l'échelle collective, tout en ayant conscience qu'il y a des moments où on n'en est pas capable, en fait, pour plein de raisons. Bon, je ne t'ai pas répondu, mais voilà. Oui, là typiquement, on a un bon moyen de tester cette roadmap en se posant la question du sens à cette action et des non-sens. Et moi qui accompagne parfois, en tant que psychologue, les gens à se réorienter professionnellement avec des bilans de compétences, c'est la première question qu'on pose. Quelle est la boussole qu'on veut se donner pour soi-même ? Comme je l'ai dit là, avec l'exemple du vegan. Et donc, on se pose la question par rapport à son travail actuel. Et si il y a plus de non-sens que de sens, c'est déjà un indice que le travail actuel, c'est peut-être pas la bonne façon de le faire ou le bon travail. 2 options. Soit on peut changer l'environnement de son travail pour retrouver du sens, mais si ce n'est pas possible, il faut changer d'environnement, retrouver un autre travail. Parce que là, quand même, être au service des enfants, c'est au service du vivant quand même. On est au service du vivant. C'est une façon de se donner du sens. C'est-à-dire qu'on peut reconsidérer son travail avec un nouvel état d'esprit, quand bien même on va continuer à faire le même. En fait, tout est mental. C'est une question d'intention. Alors, ce que dit Flora est juste aussi. C'est aussi par rapport aux interactions de l'environnement dans lequel vous travaillez. Les enfants, ce n'est pas seulement ça. Il peut y avoir plein d'autres choses autour, des interactions négatives qui vous empêchent de faire correctement votre travail. On ne va pas révéler ce qui est votre intimité professionnelle ici, mais clairement, c'est peut-être ça qui donne du non-sens, qui ne vous donne pas envie de vous engager pleinement dans ce travail-là. D'accord ? Et si vous avez possibilité de changer cet environnement-là, tant mieux, ça va vous réengager et donc vous allez retrouver de la satisfaction, du bien-être dans votre travail. Mais si ce n'est pas possible, il faut se poser un jour peut-être la bonne question de se dire mais peut-être que je ne me suis pas engagé, je n'ai pas la bonne boussole, je ne me suis pas engagé dans la bonne filière. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à changer. Je crois que c'est une bonne façon aussi d'envisager le changement.
c'est de se dire j'envisage pour moi. Ouais, je suis désolée, en fait, on va s'arrêter là pour la partie échange. C'est forcément un peu frustrant. Mais moi, j'avoue, je serais hyper frustrée de ne pas avoir le temps de clore ce temps ensemble comme on l'a ouvert. Moi, j'avais envie de vous partager une citation. Moi aussi, j'aime bien les citations, j'aime bien les mots. Une citation de Paul Valéry que j'ai mise en exergue de mon livre, qui dit « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Et c'est une petite phrase que moi j'aime beaucoup et qui m'accompagne pas mal. Et c'est avec ça que j'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît. Et je vous remercie aussi de cette attention pour cette table ronde qui a été un petit peu perturbée, mais qui a été, j'ai trouvé, fort intéressante. Et donc, je vous invite, avec délicatesse, donc Pierre-Éric et Victor, vous pouvez rejoindre aussi notre public nombreux.